Bien, Madame la sous-préfète, Messieurs les amiraux, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, c'est un plaisir d'être ici. C'est ma deuxième édition aujourd'hui de la journée des sciences navales. La dernière, je l'ai faite en uniforme, en tant que réserviste de la marine. Et donc, c'est un nouveau plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. On m'a demandé de vous parler de ce nouvel objet administratif non identifié qui est l'Agence de l'innovation de défense, qui est une jeune agence, puisqu'elle a été créée le 1er septembre 2018. Et de vous parler également un petit peu d'intelligence artificielle. Je vous avouerai que je suis dans une espèce de marathon de communication. Depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai calculé que ça sera ma 48e intervention. Vous voyez, donc je suis un peu rodé, mais j'ai quand même fait une présentation particulière pour répondre à la question intelligence artificielle. Mais avant de vous présenter cette agence, je vais essayer de répondre, et vous allez voir que le mode de présentation, ça n'est pas un PowerPoint, est un petit peu innovant. Pourquoi finalement une agence de l'innovation de défense, qui est quand même la question qui revient le plus souvent. Vous savez que la ministre parle beaucoup d'innovation. Elle place l'innovation au centre finalement de la stratégie de défense française comme étant garante de notre autonomie stratégique et de notre supériorité opérationnelle. Ça pourrait être un effet de mode, parce que l'innovation c'est un mode. Je peux vous dire que c'est une tendance profonde, et ça lève tout de suite une question qui est: est-ce qu'on a finalement attendu l'agence pour innover? Est-ce qu'on innovait avant dans les armées? Je vous rassure, oui. Quand on fait un sous-marin nucléaire, quand on fait un système de satellite, quand on va regarder les systèmes de communication civile pour s'en inspirer et faire un système pour Sentinelle, ou quand on se promène dans les forces spéciales, la marine nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air, on voit de l'innovation partout. On en voit d'ailleurs tellement partout qu'on se dit ça serait bien qu'il y ait un endroit où il y ait une tour d'observation, un chef d'orchestre, une cohérence dans toutes ces thématiques d'innovation. C'est une des raisons d'être de l'agence, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus profondes, qui justifient le fait qu'on ait créé ce nouvel objet aujourd'hui. La première, c'est qu'on a besoin de se projeter, et de se projeter vers l'avenir, et de se projeter vers les nouvelles menaces et les nouvelles confrontations qui nous attendent. Le monsieur qui apparaît à l'écran s'appelle Vernor Vinge, c'est un théoricien qui a émis le concept que j'aime bien, je trouve ça assez poétique, du mur de l'imaginaire. C'est quoi le mur de l'imaginaire? C'est que finalement, aujourd'hui, la technologie a tellement rattrapé notre quotidien, on a tous des tablettes, on a tous des smartphones, qu'on n'est quasiment plus en capacité de se projeter au-delà. Si vous interrogez quelqu'un qui a aujourd'hui 15 ans, vous lui dites: est-ce que les taxis volants, c'est de la science-fiction? Non, les taxis volants, ça existe, et aujourd'hui. Si vous lui demandez l'intelligence artificielle pour surveiller les populations, comme vous pouvez trouver dans cette excellente série que je vous recommande, qui s'appelle Black Mirror, est-ce que c'est de la science-fiction? C'est le futur? Non, c'est déjà là aujourd'hui. Donc si je vous pose la question, c'est quoi finalement l'art de la guerre en 2050? On a beaucoup de mal à passer au-delà de ce mur de l'imaginaire, on a beaucoup de mal à répondre à cette question-là. Et c'est une des missions qui nous est confiée. On nous traite, entre guillemets, parfois de DARPA à la française, qui est assez flatteur et aussi un petit peu réducteur d'un côté et pas très adapté du point de vue financier, mais on y reviendra. Faut rester simple. Effectivement, on a cette mission de prévenir la surprise stratégique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on rentre dans une nouvelle ère. On rentre dans une ère où ce que l'on pensait être régalien ne l'est plus. Typiquement, la communication n'est plus l'apanage des États. Sur n'importe quel champ de bataille, les djihadistes ont des smartphones dans leur poche. L'accès à l'espace qu'on pensait être réservé aux États ne l'est plus. Vous pouvez aller commander votre propre mini-satellite sur Internet et demander à un lanceur indien de l'envoyer en orbite pour quelques dizaines de milliers d'euros. Ça, c'était les images du dernier lancement de SpaceX. Donc on rentre véritablement, je pense, dans une nouvelle ère, une ère où on voit l'apparition d'acteurs, et d'acteurs en particulier transnationaux qui vont transcender les États. Ce que vous avez à l'image là, c'est le siège d'Apple. Assez mal conçu, il paraît qu'on n'arrête pas de se cogner dans les murs d'ailleurs, mais bon, passons. Si vous allez dans la rue et que vous demandez l'intelligence artificielle, qui sont les champions? Vous avez à peu près 99% de chances qu'on vous réponde, c'est Facebook, c'est Google, et on ne va pas vous répondre c'est l'INRIA ou l'IRENAV. Et pourtant. Donc on a un nouveau monde finalement où ces acteurs transnationaux sont capables d'innovation, vont transcender les États, vont être capables de porter la technologie. C'est un monde d'opportunités.
C'est un monde qu'il faut saisir. Ça veut dire que l'industrie civile va nous apporter véritablement des ruptures technologiques et va investir en masse sur ces technologies-là. Les chiffres qui sont à l'écran, c'est par exemple entre 3 et 6 trillions de dollars en 2025. C'est le retombée économique espéré de l'intelligence artificielle. Donc, on peut penser que les industriels vont investir dans ce secteur. 1,5 million, c'est le nombre de morts qu'on peut espérer éviter grâce au recours à des véhicules autonomes. Et il y a donc toute l'intelligence qui se trouve là. Donc, on a de véritables opportunités aujourd'hui avec des lignes de force budgétaires qui s'annoncent et dont il serait dommage de ne pas profiter. Ces opportunités, elles sont disponibles pour nous, elles sont aussi disponibles pour tous. Ça signifie qu'on assiste à une accélération de la démocratisation de la technologie. Ce que vous avez à l'écran, c'est un drone civil qui a été détourné par Daesh pour mener une attaque, et en particulier une attaque en essaim contre une base russe. Je reviens un petit peu sur ce sujet-là. Il y a une citation que j'aime bien d'un général américain qui dit « Ce qui m'empêche de dormir en ce moment, c'est qu'on va rater la prochaine innovation technologique, on pourrait rater la prochaine innovation technologique et que nos adversaires, eux, pourraient s'en emparer. » Et lorsqu'on regarde le cycle d'évolution des technologies, on voit bien qu'il y a une véritable nécessité d'anticipation. Alors je reviens sur cette courbe un peu galvaudée que tout le monde connaît, mais que j'aime bien parce qu'elle illustre bien la manière dont on perçoit et dont on fait évoluer les technologies. Ça s'appelle la courbe de Gartner. Très simplement, vous avez des technologies qui sont placées à différents niveaux de maturité sur cette courbe. Donc l'abscisse, c'est le temps, et puis l'ordonnée, ce sont les attentes finalement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que aujourd'hui, toute technologie passe par une phase de suranticipation. On a une nouveauté, on a tendance à dire ça va résoudre tous nos problèmes. C'est le cas de l'intelligence artificielle quand même aujourd'hui. C'est le cas de l'ordinateur quantique, j'y reviendrai. C'est le cas de beaucoup de technologies. Alors j'ai pas mes lunettes, mais voilà, l'interface homme-ordinateur. Donc on a tendance à surestimer l'impact de cette technologie à court terme. Et puis arrive une deuxième phase. Ce qui s'est passé par exemple avec la réalité virtuelle, qu'on appelle assez poétiquement le puits de la désillusion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le vrai objet entre les mains, les premiers prototypes, on se dit bah non, ça marche pas. Mes premiers casques de réalité virtuelle, ils sont lourds, ils sont chers, ils ont de la latence, c'est pas adapté à mes besoins. Et là, on va avoir tendance à abandonner cette piste qui était prometteuse. Et puis finalement, l'industrie, les laboratoires travaillent, on a les premiers objets qui sont réellement utilisables. Et là, on a cette troisième phase, qui est une phase de productivité dans laquelle on voit apparaître les premiers objets qui sont réellement adaptés à l'emploi que l'on souhaite. Donc ça, c'est vraiment la tendance naturelle. On surestime l'impact de la technologie à court terme, on la sous-estime à long terme. Le problème, c'est que quand vous êtes dans cette phase-là, vers la droite, vous avez des technologies qui sont matures, elles sont matures pour tout le monde. Et en particulier, vos ennemis, vos adversaires peuvent s'en emparer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les théâtres du Levant, vous allez trouver des armes imprimées en 3D sur des imprimantes Amazon. Si vous ne savez pas les faire, c'est pas grave, vous achetez aussi chez Amazon le bouquin qui vous explique comment réaliser une arme en 3D indétectable dans les portiques d'aéroport. Ça, c'est valable sur l'ensemble de la courbe. Au passage, les petits ronds que j'ai fait en rouge correspondent aux technologies qui sont potentiellement d'intérêt pour le militaire. Il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas entourés en rouge. Donc j'ai parlé des drones, par exemple. Et puis je me suis amusé à regarder sur cette courbe-là toutes les technologies qui étaient potentiellement reliées directement ou indirectement à l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment dans une phase aujourd'hui où il faut pouvoir anticiper. Il faut pouvoir anticiper l'apparition, le cycle très rapide tiré par la technologie civile de ces nouveautés, de cette technologie d'intelligence artificielle en particulier, et s'y préparer parce que le jour où on sera sur la droite de la courbe, tout le monde y aura accès. Et on n'est pas très loin d'être sur la droite de la courbe. Et puis troisième chose, le côté DARPA, il y a des technologies qui sont des technologies, on va dire, génératrices de ruptures, et ces ruptures deviennent des ruptures stratégiques. Ces technologies, par exemple, alors je sais pas, vous savez ce que c'est à l'écran? Vous avez une idée?
Voilà, premier prototype d'ordinateur quantique. Ce prototype qui avait été présenté par IBM, je passe les prototypes marketing qui ont été montrés ici ou là. L'ordinateur quantique, on va pas beaucoup parler de ça aujourd'hui, mais c'est évidemment connexe à nos problématiques. Le premier qui aura un ordinateur quantique aura un avantage sur tout le monde, puisqu'une clé de déchiffrement RSA qui nécessite aujourd'hui l'âge de l'univers sur une machine classique, ça se compte en dizaines de secondes sur un ordinateur quantique. Donc bien évidemment, celui qui va l'avoir en premier, non seulement a un avantage, mais va pas le dire aux autres. Et puis on va aller au-delà de l'ordinateur quantique. On peut parler de cryptographie quantique et post-quantique. On peut parler de capteurs quantiques. On peut parler de radar quantique. C'est un truc intéressant puisque le radar quantique est fondé sur le principe d'intrication qui fait que vous allez détecter un objet par sa présence et non pas par sa forme. Ce qui est intéressant dans la mesure où toutes les stratégies de furtivité deviennent inopérantes, bien évidemment. Donc là aussi, le premier qui a un radar quantique, on n'en est pas encore là, mais il y a déjà des premiers essais, aura un avantage décisif sur les autres. Des technologies de ce type-là, il y en a d'autres. Il y a l'hypervélocité, le fait d'aller de Mach 5 à Mach 10, d'atteindre potentiellement n'importe quel endroit de la Terre en moins d'1 heure. Il y a les technologies qui sont nécessaires pour les contrer. Donc pour arrêter quelque chose à Mach 10, on va utiliser du laser, on va utiliser des armes électromagnétiques, on va utiliser un canon électromagnétique comme celui-ci, ça c'est celui de l'Institut Saint-Louis. Et au passage d'ailleurs, lorsqu'on entend le discours qu'on entend partout, l'intelligence artificielle c'est bien, mais il faut garder l'homme dans la boucle, je vous laisse regarder l'état de l'homme dans la boucle quand un missile hypervéloce lui arrive dessus. Donc il faut peut-être nuancer un petit peu le propos de l'autonomie décisionnelle, l'automatisme, l'homme dans la boucle, avec évidemment tous les enjeux éthiques, mais ça n'est pas à moi aujourd'hui d'en parler, et j'imagine qu'on discutera dans cette journée. L'intelligence artificielle dans tout ça, eh bien, le président Poutine l'a déclaré, celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle deviendra le maître du monde. On va y revenir, mais effectivement, il y a un enjeu stratégique majeur. Tout ça pour vous dire que cette agence, elle n'arrive pas pour rien. Elle arrive dans un moment où je suis intimement persuadé qu'on change d'air, qu'on a un nouveau contexte, qu'on a aussi un alignement des planètes qui rendait nécessaire le fait de pouvoir non pas concentrer, mais créer un chef d'orchestre de l'innovation au sein du ministère des Armées. Je vous rappelle qu'un chef d'orchestre, il joue pas tous les instruments de l'orchestre. Et donc justement, l'agence, elle n'est pas là pour faire de l'innovation, elle est pour travailler avec tous ceux qui vont générer l'innovation au sein du ministère. Donc, on a créé cet objet, l'Agence de l'innovation de défense, dont je vais maintenant vous parler un tout petit peu. Quand je parlais d'alignement des planètes, c'est quand même la première fois que dans une revue stratégique, on a une description aussi précise des technologies critiques, où on parle d'intelligence artificielle, de quantique, de robotique. Ça, c'est un vrai changement. Et ça veut dire qu'on est dans un contexte politique qui est favorable, avec une loi de programmation militaire, qui nous permet d'avoir un certain nombre d'ambitions, avec une refonte de la conduite des opérations d'armement, avec un soutien de la politique d'innovation, donc, comme je vous disais, un alignement de planètes qui était nécessaire à la création de cet objet. Alors, c'est quoi cette agence ? D'abord, je réponds à une question, c'est un service à compétence nationale qui est rattaché aux délégués. Ça signifie que, général pour l'armement, donc ça signifie que c'est un objet qui est rattaché au délégué général, qui est logé au cœur de la DGA. Souvent on me pose la question, l'agence de l'innovation de défense, elle est dans la DGA, elle est en dehors de la DGA. Je dis c'est un objet quantique, on est à la fois dans et en dehors de la DGA. Je parle pas de chat Schrödinger parce que sinon on me dirait est-ce que vous êtes mort ou vivant. Donc voilà, c'est pas exactement la même chose. Mais ça nous permet d'être véritablement l'agence de l'innovation au service de l'ensemble du ministère et pour tous les types d'innovation. Nous sommes aujourd'hui situés à Balard, mais je vous rassurerai tout à l'heure en vous disant qu'on n'a pas une vue uniquement centrée sur la région parisienne. Et ma présence ici, c'est aussi pour vous en convaincre. On est petit. C'est une petite agence. C'est aujourd'hui à peu près une centaine de personnes qui proviennent de la DGA, de l'état-major des armées et du secrétariat général pour l'administration. Mais c'est une petite équipe qui a un budget annuel d'1,2 milliard. Un budget annuel qui me vaut beaucoup de nouveaux amis, qui ne m'aiment que pour mes qualités intrinsèques. Alors, juste pour vous signifier, ce 1,2 milliard, il correspond à quoi? Il correspond aux études amont, à ce qu'on appelle l'innovation planifiée, c'est-à-dire aux études qui vont préparer l'avenir, à peu près 700
millions d'euros aujourd'hui et de l'ordre de 950 millions d'euros en trajectoire LPM en 2019. Ce milliard d'ailleurs va passer à 1,5 milliard, puisque vous savez que les études amont passent de 750 millions à 1 milliard d'ici 2022. Ça recoupe également ce que l'on injecte dans les opérateurs, puisque l'agence, la gouvernance de la tutelle de l'ONERA, de l'Institut Saint-Louis et la co-tutelle du CNES et du CEA pour la recherche duale. Et puis, c'est les écoles. Donc, je salue Pascal Pinault de l'ENSTA, que je vais aller visiter demain d'ailleurs. Et donc, on travaille beaucoup avec les écoles. Il y a un budget qu'on injecte. Et puis, il y a tous les mécanismes de soutien à l'innovation. On va pas les passer en revue. C'est juste que vous ayez tout ça sur une même image. Donc, si vous connaissez les rapides régimes d'appui à l'innovation duale, les financements de thèses, vous savez qu'à tout instant, il y a en ce moment 400 thèses qui sont financées par le ministère des Armées. Et on en a 130 nouvelles par an en moyenne. Donc il y a une grosse activité de financement de recherche fondamentale. Et puis l'innovation participative, par exemple, c'est-à-dire l'innovation qui vient des opérationnels et qui va être soutenue pour passer à l'échelle. Donc tous ces mécanismes-là aujourd'hui sont intégrés au sein de l'agence. Nos missions, c'est quoi donc? C'est d'abord de mettre de la cohérence. J'avais dit tout à l'heure, de l'innovation, il y en a partout. Et puis il y a aussi des difficultés. De temps en temps, on se rend compte que bien une expérimentation sur un dispositif a déjà été financée dans le cadre d'une innovation participative ou déjà financée dans le cadre d'un rapide. Donc notre métier déjà, c'est de mettre de la cohérence, d'être sûr que on va pas faire des doublons, d'être sûr aussi qu'une innovation qui va être générée quelque part, eh bien, elle est suffisamment partagée pour être sûr que il n'y a pas un autre service qui en ait besoin et qui n'y ait pas accès. Donc typiquement quelque chose qui va être généré par le Navy Lab pourrait être intéressant pour le service de santé des armées. Notre métier, c'est de s'en assurer. Donc les missions, c'est d'abord une mission d'orientation et de conduite de l'innovation. Donc les managers d'études amont, pour ceux qui connaissent de la DGA, sont rattachés organiquement à l'agence. Et nous avons une tâche de prédiction, d'anticipation de l'avenir dans les grands sujets qui touchent à l'innovation. La deuxième chose, c'est de susciter, de capter et d'accélérer cette innovation qui, pour beaucoup, vient aussi du monde civil. Et jusqu'à maintenant, on n'était pas spécifiquement outillé pour permettre de capter cette innovation du civil, de la susciter, de l'accélérer et surtout de la valoriser et de la transférer au profit des opérationnels. Et c'est ça notre métier, aller chercher l'innovation, l'accélérer, la dynamiser et puis passer à l'échelle derrière et la déployer. Donc les missions telles qu'elles sont dans le décret, mais on va passer assez vite là-dessus, elles vous sont présentées ici. Vous voyez qu'il y a également une dimension de mise en œuvre des partenariats, des coopérations internationales avec des acteurs qui soient publics ou qu'ils soient privés. On travaille bien évidemment avec l'industrie. Et ceci au niveau international. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais visiter mes homologues de la DARPA en particulier. Je vais pleurer en regardant le budget. Vous savez que le budget de la DARPA, c'est 3,5 milliards juste pour faire du taux de maturité basse. Donc, c'est comparé à mon petit budget, je pense qu'ils ont encore plus d'amis que moi. Bien. Ça signifie quoi? Ça signifie, et vous m'excuserez, je voulais mettre le porte-avions nouvelle génération, manque de peau, on vient de lancer les études, et donc je ne sais pas quelle forme il aura. Mais ça veut dire que on va s'intéresser au grand programme d'armement, ici le système de combat aérien futur, on va s'intéresser au temps long de l'innovation planifiée, mais on va aussi essayer de capter tout ce qu'il y a dans le monde civil. Qu'il s'agisse d'avoir des correspondants chez L'Oréal qui font des nanotechnologies, ça nous intéresse, ou de regarder les derniers développements. Là, ce que j'ai mis à l'écran, c'est l'annonce de, si vous l'avez vu, AlphaStar, qui est le programme d'intelligence artificielle qui vient de battre les meilleures équipes de joueurs humains au jeu StarCraft, ce qui pourrait paraître anecdotique, mais qui est en réalité extrêmement complexe parce que ça nécessite d'avoir une intelligence artificielle qui coordonne des unités et qui a une vision partielle du monde. Donc, je ne sais pas si vous allez en parler aujourd'hui, mais je vous encourage à regarder ce système. Donc, je rappelle, ça s'appelle AlphaStar et ça date d'il y a quelques jours. Donc, on a cette capacité de veille vers le civil. Et puis le défi, c'est évidemment de concilier les deux. Comment intégrer de l'innovation dans des programmes d'armement? Comment mettre du cycle court dans des opérations qui sont, elles, sur le temps long? Et comment concilier donc ces deux mondes? C'est le défi de l'agence.
Alors pour ce faire, je vais être très rapide là-dessus parce que c'est moins intéressant. Donc voici notre magnifique logo. On s'est structuré, tiens, je vais le montrer plutôt comme ça, on s'est structuré en 4 pôles. Un premier pôle qui s'appelle stratégie technologie de défense et qui justement est responsable de l'orientation et de l'exécution des études amont et de l'innovation planifiée. Un deuxième pôle qui s'appelle l'innovation ouverte, et cette innovation ouverte, elle va avoir à la fois le rôle de soutenir l'innovation par les mécanismes dont j'ai parlé auparavant, mais également de partir à la chasse et à la pêche au chalut. Alors la chasse, c'est simple, vous connaissez le gibier et vous allez, notamment hors de la sphère défense, aller identifier dans les industries, dans les incubateurs, dans les grands salons internationaux, ce qui peut répondre aux problèmes posés. Et puis la pêche, c'est le contraire, c'est qu'on va tout ramasser, on va regarder ce qui remonte dans les filets et on va poser aux armées la question de savoir si ça répond à une de leurs problématiques. Armée, direction et service, bien sûr. Et pour ce faire, on est en train de structurer une cellule d'innovation ouverte. Cette cellule a pour mission d'aller mettre en place ce réseau outillé de correspondants qui va nous permettre d'aller identifier les innovations. On a une équipe là qui revient du CES à Las Vegas et qui a passé 4 jours là-bas à essayer d'identifier des innovations et on a ramené des choses assez fantastiques. Il y aura bientôt une restitution qui sera faite, mais je vous donne un exemple, des oreillettes capables de traduire simultanément en 16 langues ce qu'elles entendent. Donc ça peut avoir un intérêt, évidemment, même si aujourd'hui ça passe par le cloud, mais ça peut avoir un intérêt, évidemment, pour nos amis opérationnels. Et puis, chose intéressante, la mise en place d'un guichet unique. Parce que quand on connaît le ministère des Armées, finalement, on sait à qui s'adresser. Quand on a une invention, une innovation, on sait qu'on va aller taper chez les gens qui font le rapide, le financement des thèses, on sait à peu près à qui parler. Mais l'innovateur, la start-up, qui ne sait pas comment travailler avec le ministère, aujourd'hui, c'est extrêmement complexe pour elle. Donc on met en place une adresse, un numéro de téléphone, un correspondant, et on va non seulement accueillir l'innovateur, l'aider à qualifier l'intérêt de son innovation pour le ministère, mais le cas échéant, c'est-à-dire si cette innovation est labellisée, l'accompagner. C'est pas à un patron de start-up de savoir s'il doit prendre un rapide, un Astrid maturation, un Astrid ou un autre dispositif. C'est à nous de faire ce travail-là et de le guider vers les dispositifs qui vont être les plus à même d'accélérer le déploiement de son innovation au profit du ministère. Et ça, c'est une nouveauté et ça justifie la création d'une telle agence. Les 2 autres pôles, très rapidement, le financement, l'acquisition d'innovation, c'est que pour l'innovation, c'est prendre des risques. Comment je vais dire ça gentiment? Dans le ministère des Armées, un acheteur n'est pas forcément très conditionné pour prendre du risque. Donc il y a aussi une dimension d'acculturation d'ailleurs, hein, qui est une de nos missions. Et nous avons chez nous des acheteurs, on a une capacité d'achat pour faire de l'expérimentation, mais aussi pour imaginer de nouveaux véhicules contractuels adaptés au rythme de l'innovation civile pour pouvoir assez rapidement tester des choses et avoir une part d'échec. Parce que au moins si on a échoué, c'est qu'on a essayé. Je vous rassure, c'est pas de moi, c'est d'Einstein. Et puis, dernier pôle, le pôle de valorisation. Donc, c'est tout ce qui est communication, certes, mais c'est aussi la valorisation au sens de l'innovateur. L'innovateur, quand il vient voir le ministère, si c'est une entreprise, il va se poser une question, c'est comment je fais de l'argent, finalement, avec mon innovation. Et si on ne l'aide pas en amont, si on ne l'aide pas à concevoir son modèle d'affaires, son business model, pas uniquement nous, d'ailleurs, nous, avec les grands industriels autour de la table, avec tous les partenaires, eh bien, finalement, il ne sera pas rassuré et son investisseur ne sera pas rassuré parce que le ministère des Armées, quoi qu'on en dise, c'est quand même des cycles longs, c'est complexe, etc. Donc, on va lui fournir cette capacité de travailler avec lui pour concevoir un business d'affaires et répondre à la question comment est-ce que je gagne de l'argent finalement quand je travaille avec le ministère. À cela, on ajoute une nouvelle structure, et j'en aurai fini avec la description de l'agence à proprement parler, l'Innovation Défense Lab, alors qui, pour ceux qui connaissent, remplace le DGA Lab. C'est un lieu qui va mettre en place les bonnes conditions de température et de pression pour que on puisse faire de l'expérimentation, qu'on puisse faire de la veille, et qu'on puisse passer de la maquette
au démonstrateur, au prototype, au produit minimum viable, au produit qui va pouvoir être déployé au profit des opérationnels. Donc le principe de l'innovation Défense Lab, c'est un accélérateur, c'est un catalyseur d'innovation. Et j'en profite pour dire qu'on va travailler justement avec tous les autres laboratoires. Souvent on me dit, si vous avez un Innovation Défense Lab, il n'y a plus de Navy Lab, il n'y a plus de Battle Lab Terre. Si, au contraire. Plus il y a d'endroits où on fait de l'innovation, plus on est heureux parce que ça va nous permettre de fédérer, de mettre de la cohérence, d'offrir des services à ces laboratoires et également de capter l'innovation qu'elles engendrent pour pouvoir les transférer, le cas échéant, à d'autres lieux au sein du ministère. Pour cela, on a mis en place d'ailleurs un nouveau lieu. Alors désolé, celui-ci est à Paris. L'Innovation Défense Lab qui est ouvert, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'envoyer ses biodata 48 heures à l'avance pour pouvoir rentrer, et qui a été inauguré par la ministre il y a 2 mois maintenant, qui permet d'organiser des hackathons, des veilles, qui hébergent la fabrique numérique de la DGNUM. Et donc ça veut dire qu'on peut faire venir des équipes de codeurs qui vont tester de nouveaux programmes. Et bien évidemment, si vous êtes sur Paris et si vous souhaitez assister à une des séances qu'on va publier bientôt de l'Innovation Défense Lab, vous êtes évidemment tous les bienvenus. Alors si je reviens à la question qu'on m'avait posée, à savoir l'intelligence artificielle, je suis d'accord dans les temps, oui. L'intelligence artificielle, c'est évidemment une des priorités du ministère aujourd'hui. Le ministère des Armées a lancé une task force intelligence artificielle en associant tous les acteurs. Nous sommes en train de recruter, et le recrutement sera ouvert à la société civile, un chef de projet intelligence artificielle qui sera hébergé au sein de l'agence. Vous savez que le rapport Villani a cité la défense comme l'un des 4 piliers de l'intelligence artificielle, donc cette dimension défense doit être prise en compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à une explosion du domaine. Ce document qui est paru il y a quelques semaines est l'index annuel de l'intelligence artificielle qui est fait par une association. Je trouve que, sans rentrer dans le détail, c'est intéressant de regarder les graphes et les tendances. Ça, c'est le nombre de start-up entre 2000 et 2015 qui sont dédiés à l'intelligence artificielle, en dizaines de milliers. Vous voyez qu'on a une explosion assez évidente. Si je regarde les financements, c'est la même chose. Ça, c'est le financement des startups d'intelligence artificielle par le capital risque entre 1995 et 2015. Je rentre pas dans le détail de ces courbes. Le nombre d'articles publiés sur le domaine, là aussi, on voit que ça augmente de manière exponentielle. Et puis, il y a des choses intéressantes. Ça, c'est les articles qui ont été soumis dans la conférence scientifique de référence sur l'intelligence artificielle. Vous voyez, les 2 premiers pays, c'est la Chine et les États-Unis. Et si vous cherchez la France, elle n'est pas sur le graphe. Donc il y a sans doute quelque chose à faire. Parce que c'est un sujet d'intérêt stratégique. Et si vous voulez vous en convaincre, eh bien vous pouvez regarder le nombre de mentions au Congrès américain sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage sur la même période. Donc on a un véritable changement culturel. Et ça veut dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle va irriguer l'ensemble des métiers du ministère. Alors très rapidement là aussi, elle sert à quoi? Elle va servir en appui de l'homme. Je suis désolé encore pour les images qui sont pas très navales, j'en ai conscience, mais bon, en appui de l'homme, c'est-à-dire être capable de fournir, par exemple, des ailiers ou des assistants automatisés. Là, le F-16 que vous avez à droite, il n'y a pas de pilote à bord. En fait, il y en a un avec un gros bouton rouge, mais c'est pas lui qui pilote. Et le but, c'est de pouvoir décharger le pilote des tâches d'autoprotection en particulier, et de le déléguer à une intelligence artificielle. Ça, c'est une intelligence artificielle en appui d'homme très évoluée. Mais vous pouvez aller sur quelque chose de plus, finalement, de plus rustique. Les exosquelettes, eh bien, si vous mettez pas d'intelligence artificielle dans un exosquelette, il ne fonctionne pas bien. Il fonctionne pas bien parce que la manière que j'ai de me déplacer, comme vous voyez, je suis extrêmement svelte, agile et manœuvrier. Eh bien, un élève de l'école navale qui est beaucoup plus lourd que moi ne va pas se déplacer de la même manière. Bon. Donc, il faut que le système, que l'exosquelette apprenne de son utilisateur. Et là, on met de l'intelligence artificielle dans ces systèmes-là. Donc, intelligence artificielle en appui de l'homme, à la place de l'homme, pour ne pas l'exposer, ouverture d'itinéraire par exemple, capteurs abandonnés qui, au lieu de transmettre une image, vont transmettre une information qu'ils seront capables eux-mêmes de qualifier, de telle sorte que l'on ne va pas saturer les réseaux de communication. Et puis évidemment, pour faire des tâches mieux que l'homme,
Il y a 2 jours, j'étais en visite à Creil, à la direction du renseignement militaire. Le général Ferlet, qui était à l'image, me disait, voilà, j'ai des besoins exponentiels de traitement d'informations et j'ai pas de droit exponentiel d'embauche de mes analystes. Les images satellites, il en a plus de 180% d'année en année. Et ce sont des images qu'il va falloir traiter, et l'intelligence artificielle est bien adaptée pour cela, en particulier le deep learning, qu'il s'agisse de cela ou qu'il s'agisse par exemple de trouver les relations entre individus dans un réseau social complexe pour trouver des patterns intéressants pour le contre-terrorisme. Donc c'est un sujet extrêmement prégnant et qui pose des questions techniques, je ne vais pas y répondre là, et la task force s'intéresse aussi à d'autres types de questions. La première question, c'est la question de la certification. Est-ce qu'on peut faire confiance en une intelligence artificielle? Ça, c'est un thème extrêmement important et il y a beaucoup de monde qui travaille dessus, mais ça fait partie des questions prioritaires. Il y a la question de la vulnérabilité. Alors, je ne sais pas si vous allez y répondre dans la journée, mais la manière dont on entraîne un système, en particulier d'apprentissage profond, est éventuellement générateur de vulnérabilité. Il y a un exemple que j'aime bien mentionner qui est celui d'un système qui avait été développé par les Américains pendant la guerre froide pour reconnaître les chars russes. Et ça marchait extrêmement bien. Et puis un jour, quelqu'un lui a montré une photo de vacances et il a reconnu la Chevrolet qui était à la photo comme étant un modèle de char russe. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à reconnaître des photos floues, puisque toutes les photos des chars russes étaient des photos volées et donc étaient des photos de mauvaise qualité. La manière dont on entraîne un système d'intelligence artificielle est absolument déterminante et on peut introduire dans cette phase d'apprentissage un biais qui va pouvoir être exploité par la suite. Il y a des chercheurs qui ont fait une étude en entraînant un système dédié aux véhicules autonomes à reconnaître des panneaux de signalisation. Et puis ils ont introduit dans la base d'apprentissage des exemples de panneaux avec un pixel jaune. Résultat, bien, le système fonctionnait très bien et reconnaissait tous les panneaux de signalisation routière. Mais lorsque vous colliez un post-it sur un panneau, eh bien finalement, on pouvait lui apprendre que ceci n'était plus un stop, mais une limite de vitesse. Parce qu'on avait biaisé la base d'apprentissage. Donc ce qu'on appelle le data poisoning, c'est très difficile évidemment à détecter, puisque par définition, une fois que le système a appris et qu'il est implanté quelque part, on n'a plus accès à la manière dont il a appris. Donc il faut évidemment sécuriser cette base d'apprentissage, et ça c'est un sujet, cette vulnérabilité, la capacité de leurrer un système d'intelligence artificielle, c'est un des sujets prioritaires qui nous intéresse. Un autre sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est les deepfakes. Deepfakes, c'est quoi? C'est utiliser l'intelligence artificielle pour, on va dire, modifier la manière dont une personne est perçue, dont une image est projetée. J'ai un exemple ici qui est absolument excellent. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Et donc, c'est Obama qui parle. On est d'accord. Even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward. Bon, c'est ça, les deepfakes. Un système qui a appris les expressions faciales, la manière de parler d'Obama, et que l'on peut manipuler comme un marionnettiste. Je trouve que l'exemple est assez intéressant. Autre domaine qui nous intéresse, l'oubli catastrophique. Ça, c'est quelque chose de très connu dans les réseaux de neurones, dans les systèmes d'intelligence artificielle. On lui apprend de plus en plus de choses, et à un moment, il oublie tout, parce que la structure de l'algorithme peut le rendre vulnérable à ce type de problème. La reproduction du modèle. Finalement, est-ce qu'on peut, à partir d'un système qui a appris, déduire le modèle du monde qui s'est fait, et à partir de ce modèle du monde, reconstituer des données qui seraient extrêmement sensibles pour nous et qu'on ne voudrait pas voir utilisées par un adversaire. Et puis la volatilité. Alors ça, c'est plus prosaïque, mais je vous ai dit, on essaie de capter l'innovation civile. Cette innovation, elle est partout. On va l'utiliser.
on va essayer de la mettre au service de nos systèmes, mais la vie civile continue. Et donc ces startups qui sont capables de nous apporter une technologie dont on a tous envie, elles se font racheter. Ici, sur ce graphe, vous avez sur la période 2011-2016, toutes les startups qui se font faire racheter par les grands acteurs, les GAFA, les Intel, les Microsoft, les IBM, et qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle. Toutes ces sociétés, donc toutes ces technologies, n'existent plus. Et donc, il ne faut pas non plus confondre innovation et start-upisation. Et il faut travailler de telle manière à ne pas être dépendant d'une technologie qui, parce qu'elle vient des civils, est éminemment volatile. Dernière question que je voulais aborder là et qui nous intéresse. Juste après, je vous ferai très rapidement la feuille de route de l'agence et puis je vais conclure. Mais c'est la question du matériel. Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle sous l'angle algorithmique, sous l'angle des données, sous l'angle du cyber, mais un petit peu moins du matériel. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire de l'IA. Il y a des kits de développement logiciel qui se multiplient. Il y a des processeurs que vous pouvez acheter qui sont spécialisés. Et puis, les grands s'y sont mis. C'est-à-dire que la feuille de route des fabricants de processeurs aujourd'hui est très largement influencée par les véhicules autonomes, par l'intelligence artificielle. Ça, c'est celle de NVIDIA. Et très clairement, NVIDIA, qui est à l'origine d'un fabricant de cartes graphiques, aujourd'hui mise beaucoup sur ces architectures très adaptées à l'intelligence artificielle, qui sont des architectures de type GP-GPU. Donc le marché commence à s'organiser de telle manière à avoir de plus en plus de ce type de processeurs, au détriment des autres. C'est-à-dire que l'évolution du domaine fait qu'il y a des modèles de processeurs classiques beaucoup moins adaptés à l'IA qui vont être arrêtés. Ce qui nous préoccupe, parce que nos capacités de dissuasion nucléaire reposent sur des processeurs qui ne sont pas des processeurs du type IA. Donc il y a une lutte économique qu'il faut regarder. Il faut être conscient que les choix qui sont faits en termes hardware liés à l'intelligence artificielle pourraient potentiellement affecter nos capacités de dissuasion dans la durée. Puisqu'aujourd'hui, on a besoin de simuler et on a besoin de processeurs qui ne sont pas adaptés à l'IA pour cela. Je voulais simplement le signaler. Donc, dans tout ça, vous vous rendez compte qu'on a un petit peu de travail au sein de l'agence. Donc, je l'ai dit, créé le 1er septembre, on a fait un certain nombre de choses. On a fait le forum Innovation Défense, pour ceux qui ont pu y assister. On a inauguré le Défense Lab. On est aujourd'hui pleinement opérationnel. Et puis, on doit aller vers l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est que très rapidement, on va écrire un document d'orientation de l'innovation de défense qui prendra en compte les grandes lignes que j'ai présentées tout à l'heure, donc le régalien, les ruptures technologiques, la captation de l'innovation civile, en même temps que nous écrivons notre plan stratégique. Donc aujourd'hui, l'agence, c'est un pont sur lequel on est en train de courir, mais on le construit en même temps. Une image assez appropriée. Et puis, on lance des premières vagues de projets d'accélération, je vais en parler dans un instant, dans le domaine pour aller plus vite, pour pouvoir accélérer le déploiement de ces innovations au profit de l'opérationnel. Tout ceci, on le fait, mais on le fait sur le territoire national. C'est-à-dire qu'on va faire des relais de l'agence en région, on va s'appuyer sur les clusters locaux de l'ADT, la direction technique, pardon, de la DGA, on va s'appuyer sur les centres d'expérimentation des armées, directions et services. Et donc, on essaye de ne pas avoir une vision trop centrée sur Ballard, ce qui est très facile à faire, parce qu'on est tous regroupés là-bas. Aujourd'hui, moi, je suis très heureux d'être à Brest et de pouvoir passer ces 2 jours, aller visiter ce qui se fait ici, parce que vous allez être aussi des acteurs du réseau de l'agence et du réseau de l'innovation. Alors, pour conclure, je pense que je suis à peu près dans les temps. Pour conclure, je voudrais 3 mots qui caractérisent, je pense, assez bien notre action. Le premier mot, c'est oser. Oser faire des choses un peu différentes, remettre en cause les schémas d'acquisition classiques, l'aversion au risque, ce genre de choses-là. Oser aussi faire des expérimentations qui normalement n'étaient pas possibles. Ça, c'était au Forum Innovation Défense. On a fait voler un fantasme. Alors, ce truc-là va à 250 km/h et monte à 3000 mètres. Il y a 10 minutes d'autonomie. Quand vous montez à 3000 mètres, vous vous préparez. Mais si vous voulez voir un Landman, c'est maintenant. Donc on est en train de financer une étude
pour l'adaptation de ces systèmes aux problématiques des armées, pas forcément avec un pilote, hein, ça peut être une charge utile, mais le fait de faire voler ça et d'avoir osé le faire, ça nous a demandé autant de temps que d'organiser le forum de l'innovation de défense en entier. Hein. Parce qu'il fallait des autorisations du port autonome de Paris, des voies navigables, de la DGAC, de la DGA, de la préfecture de police, du ministère des Armées, etc. Résultat, on est en train de travailler sur une adaptation de la réglementation pour permettre de faire voler des aéronefs innovants. Ben ça, c'est de l'innovation aussi. C'est pas de l'innovation technologique, mais c'est de l'innovation aussi. Et ça devrait être un résultat avant l'été. On aura un nouveau texte permettant de faire voler ces aéronefs innovants, puisque ça n'existe pas aujourd'hui dans la réglementation. Donc, oser. Deuxième chose, vous l'avez compris, accélérer. Alors ça, je peux directement faire le lien avec la thématique qui nous intéresse aujourd'hui sur l'IA. Nous avons, par exemple, lancé il y a un mois, le 7 décembre, nous avons lancé un appel à projet sur 4 sous-thématiques de l'intelligence artificielle. Le but, c'était quoi? C'était adresser aux startups et PME, on leur demandait une page, hein, parce qu'une PME, elle a autre chose à faire que de faire des dossiers de 50 pages. Donc une page avec un projet, une idée, un budget, pourquoi est-ce que ce seraient eux qui seraient les plus adaptés pour ce faire, les retombées estimées, etc. Mais en une seule page. Le 8 janvier, on a clôturé, donc 7 décembre, 8 janvier. 8 janvier, on a clôturé l'appel à propositions. On a reçu 163 propositions. Et sur ces 163 propositions, on a fait une séance de ce qu'on a appelé speed meeting, c'est-à-dire qu'il y avait des jurys très rapides qui se sont tenus à l'Innovation Défense Lab le 29 janvier dernier. Depuis hier, nous avons les gagnants, je n'ai pas encore les résultats, c'est-à-dire 5 projets qui vont être accélérés, sur lesquels on s'engage à trouver un financement et à avoir des premières expérimentations et premiers résultats dès septembre. Donc on est dans un timing qui est assez serré. Ça, on va le faire. On a demandé aux armées leurs problématiques et on va essayer de renouveler ça et de refaire des initiatives analogues dans d'autres thématiques, par exemple le maintien en conditions opérationnelles ou autres. Et puis la troisième, et ça sera la dernière, le dernier mot, c'est imaginer. J'avais appelé ça imaginer au-delà. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, pour vexer personne, j'ai pris un exemple terrestre, et en plus j'ai pris un char anglais. Si on vous dit aujourd'hui, c'est quoi le nouveau char de combat? C'est quoi le char de combat du futur? Ben, généralement, on dit c'est un char qui va avoir un meilleur système d'armes, qui va avoir une meilleure centrale inertielle, qui va avoir un système optronique beaucoup plus développé, un meilleur système de production d'énergie, etc. Donc en fait, le char qui va remplacer celui-là, ça va être un concept à peu près comme ça. Et pourquoi? Ben parce que finalement, on a tendance toujours à raisonner en fonction des technologies qui sont matures et dans lesquelles on a confiance. Mais il y a des gens qui n'ont pas du tout ce mode de raisonnement-là. Il y a des gens qui sont complètement libres et qui ont la capacité d'imaginer au-delà des concepts complètement disruptifs. Et ces gens-là, c'est par exemple les auteurs de science-fiction. Parce que quand vous regardez la science-fiction, aujourd'hui, bah, vous avez des exosquelettes, vous avez des hologrammes, je ne m'étonnerai pas sur le sujet, vous avez des canons électromagnétiques qui commencent à pouvoir monter sur des blindés. Donc, en imaginant des choses, en s'affranchissant des barrières mentales, finalement, on arrive véritablement à faire de la créativité. Eh bien, nous, on va travailler avec ces gens-là. On a déjà organisé une séance de travail au festival de science-fiction des Utopiales à Nantes, que je vous conseille si vous aimez la science-fiction. C'est 90 000 personnes hein, quand même. Hein. Et on a fait une séance avec des opérationnels, des marins, des ingénieurs de l'armement, des prospectivistes et des dessinateurs et auteurs de science-fiction. Et le but, c'était imaginer le drone de surface navale à l'horizon 2080. Eh bien, on a trouvé des choses intéressantes. Et on a trouvé des concepts intéressants et des questions qu'on ne s'était pas posées. Eh bien, nous, on va continuer. Nous faisons rentrer dans le comité de pilotage de l'Agence de l'innovation défense ce monsieur qui s'appelle Roland Lehoucq, qui est le président du festival en question, qu'on a déjà fait intervenir, notamment au forum, qui est spécialiste des rapports entre la science, il est astrophysicien au CEA, mais les rapports entre la science, la science-fiction et la prospective. Et donc, il va nous apporter une vision un petit peu différente que l'on va essayer de confronter à nos autres visions au sein de l'agence, parce que la science-fiction, c'est quelque chose d'intéressant, et notamment dans le monde de l'intelligence artificielle, la science-fiction, ça permet de se confronter à la véritable société. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est en train de transformer la société. Mais la définition de la science-fiction d'après Isaac Asimov, c'est la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. On ne fait pas de l'innovation hors sol, on ne fait pas de l'innovation désincarnée. Ce qui nous intéresse, et ça sera mon mot de la fin, finalement, c'est pas tant de prévoir les voitures volantes.
c'est de prévoir les embouteillages. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Monsieur le directeur, bonjour, colonel Nicolas Vigna, je représente la gendarmerie du Finistère et jusqu'en août 2018, la lutte contre la cybercriminalité en général. Je vous remercie d'avoir parlé de l'exemple du fantassin volant avec toutes les problématiques juridiques. Pour avoir travaillé longtemps dans le domaine de l'innovation en gendarmerie, notamment dans l'informatique et l'intelligence artificielle, un de nos écueils majeurs en France aujourd'hui, en tout cas pour les applications du ministère de l'Intérieur, c'est le traitement des données personnelles et toutes les contraintes juridiques autour du traitement des données personnelles. Vous avez sur un autre slide évoqué les réseaux sociaux, la détection automatique d'entités nominatives, etc. Nous avions un partenariat et des échanges très nombreux et très forts avec la CNIL, qui accepte aujourd'hui le principe de l'expérimentation, mais ça n'est pas gravé dans le marbre de la loi, et donc c'est officieux aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'expérimentations qui vont au-delà de ce que permet la loi, mais avec l'accord classique ou explicite de la CNIL. Donc l'innovation, c'est aussi l'innovation juridique, c'est oser juridiquement. Oui. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce point-là, notamment en matière d'intelligence artificielle, les liens que vous avez éventuellement avec la CNIL pour faire évoluer les textes? Alors, oui, bien sûr. Alors vous avez raison, et en particulier, on peut imaginer que les Chinois n'ont pas tellement le problème de la CNIL. Ça va pas beaucoup les gêner pour déployer leur système. Donc, on est assez fort pour prendre une réglementation qui vient d'un bon sentiment, j'allais se dire, mais ensuite sans faire un carcan et de plus pouvoir en sortir. Alors évidemment, on a une réflexion là-dessus, mais comme je l'ai dit, l'agence c'est une centaine de personnes, et donc cette réflexion on l'amène pas tout seul. D'abord, on l'amène avec la DGNUM, la Direction générale du numérique au sein du ministère des Armées, qui est confrontée de toute manière à ces problématiques-là. On le fait aussi avec le service du commissariat des armées, parce que si on veut faire de l'innovation au profit de la vie quotidienne du militaire, par exemple, il faut avoir accès à des jumeaux numériques qui contiennent des données personnelles. C'est faisable. Aujourd'hui, vos données de sécurité sociale, elles sont sur Internet. Donc c'est juste un état d'esprit qu'il faut changer et effectivement des réglementations qu'il faut adapter. Et donc on est en lien avec la direction des affaires juridiques du ministère pour réfléchir. Mais vous avez tout à fait raison. L'innovation, elle est aussi dans l'évolution de la réglementation. Elle est dans l'influence aussi. C'est ce qu'on essaie de faire. Et d'ailleurs, sur ces thématiques-là, je suis heureux de vous dire qu'on va accueillir 2 officiers de gendarmerie au sein de l'agence, puisqu'on a un partenariat qui est privilégié avec la gendarmerie. Et qu'on va justement travailler sur ces thématiques-là. Voilà. Je peux pas être plus précis puisque évidemment vous avez compris qu'on est en train de tout construire. Généralement j'ai cette question qui revient, j'en ai une autre. Comment vous allez faire pour introduire de l'innovation dans les programmes d'armement? La réponse en avril, parce qu'évidemment on est en train de construire l'offre de service qui permet de faire cela et puis de discuter et avec les industriels et avec la DGA sur le sujet. Donc je suis conscient que je peux dans mes réponses générer une certaine frustration par manque de précision, mais ce sont des sujets qui sont évidemment pris en compte dans le plan stratégique de l'agence. Ciblé. Ah, pardon. Bonjour, monsieur. Ici. Ah, voilà, merci. Vous êtes trop nombreux. Bonjour, professeur émérite à l'Université de Lorraine. Merci pour votre exposé très intelligent. Oula. Grande intelligence. Vous avez artificiel, je vous rassure. Non, c'est ça que j'apprécie. Vous avez cité M. Poutine. Oui, je pense que il se craignera pas de favoriser l'intelligence artificielle chez lui, d'autres également. Orthogonalement à cela, l'Union européenne vient de parler d'une IA digne de confiance. Le PDG de Thales a dit des choses très intelligentes. Je pense que si l'option Poutine et autres prend le dessus, l'humanité part courant à sa perte. Alors, je ne sais pas si c'est une question, mais je vois bien votre remarque. Je me permettrai de ne pas réagir sur les récentes déclarations du PDG de Thales, bref, c'est pas forcément très en ligne avec ce qui a été dit, mais effectivement, je pense qu'il faut y avoir une certaine vigilance. Les IA de confiance,
Ça fait partie des thématiques que l'on regarde, de la même manière que dans la task force dont j'ai parlé, il y a une dimension éthique qui est au niveau ministériel, hein, pas au niveau de l'agence. Donc c'est quelque chose qui est conduit au niveau ministériel, puisque vous savez que la problématique est extrêmement complexe et que nos adversaires, effectivement, n'ont pas forcément ces priorités, ces pudeurs-là, on va dire. Pour autant, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et le débat en particulier, mais je ne vais pas aller sur ce terrain, a été assez fourre-tout, si vous me permettez, entre l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, ça fait peur, hein. Le militaire, ça fait peur. Les deux ensemble, ça fait encore plus peur. Et donc, il y a eu un certain nombre de discussions, de disputes sur notamment les SALA, hein, les systèmes d'armes létaux autonomes, jusqu'où on va. Est-ce qu'on peut autoriser une intelligence artificielle à tirer? Alors, je vous rassure, les Russes le font, hein. Les Israéliens le font aussi, hein. Il y a des robots qui patrouillent sur les hauteurs du Golan. Si vous n'êtes pas un animal, ils vont rentrer dans leur domaine d'action. Eux vont décider automatiquement de neutraliser. Donc, je trouve que cette question-là, elle est aujourd'hui abordée de manière peut-être un peu naïve, mais c'est en train de changer. Au passage, à tous ceux qui disent jamais on mettra une intelligence artificielle autonome, des robots tueurs sur le théâtre de bataille, je leur dis il n'y a aucun problème, je suis d'accord avec vous, mais vous me signez une lettre comme quoi vous autorisez vos enfants, qu'on mette vos enfants en face des robots que les autres vont envoyer. À mon avis, ça va un petit peu déteindre. Donc je dis pas qu'il faut le faire. Je dis qu'il faut au moins ne pas s'empêcher de se poser la question. Il faut au moins avoir une réflexion sur le sujet parce que les autres l'ont. Et si on ne veut pas faire de la recherche en considérant cet aspect-là, eh bien, on risque d'être dépassé par d'autres qui n'ont pas ce type de pudeur. C'est ma réponse à votre remarque.